Je vous écoute. L'heure de Ferry, ravi de vous retrouver comme tous les samedis. Bonjour Luc Ferry. Bonjour Marie. Ravi de vous retrouver une heure ensemble, très clairement, pour prendre le temps, s'arrêter sur une actualité qui va vite, parfois beaucoup trop vite, partager aussi votre regard aiguisé sur l'actualité et ses conséquences. Beaucoup de sujets à aborder ensemble aujourd'hui, beaucoup de questions aussi à se poser. D'abord ces chiffres notamment de l'INSEE, dont s'en parle notamment le Figaro cette semaine. Les plus de 50 ans sont désormais majoritaires au sein du corps électoral. On va voir ses conséquences. Il y a un réel basculement. On parle et on a régulièrement débattu ensemble de cette question du vieillissement de la population et en même temps une dénatalité. Les Français, les Françaises font beaucoup moins d'enfants et de ses conséquences. Là, sur le corps électoral, d'abord, qu'est-ce que ça vous évoque, Luc ? Alors ça a des conséquences énormes, aussi bien en termes économiques, qu'en termes de consommation, parce que les vieux, d'une manière générale, sont quand même plus riches que les jeunes, mais aussi en termes de choix politiques, parce que les vieux, d'une manière générale, sont plus à droite, sont moins révolutionnaires que les jeunes. Et donc on a aujourd'hui, alors sur le plan politique, si je reste sur le plan politique, mais sur le plan démographique, c'est très intéressant, parce que la population mondiale diminue, contrairement à ce que les écologistes annonçaient depuis toujours. Mais pour autant qu'elle se stabilise quand même, ça n'est pas dû à la natalité, c'est dû au vieillissement de la population. Donc c'est très intéressant. Il faut effectivement analyser ces raisons-là. Oui, c'est très important. Pas complètement intuitive, mais ce que vous soulignez... c'est pas du tout intuitif, parce que on pourrait penser que si la population augmente ou se stabilise, c'est à cause de la natalité. Non, c'est à cause du vieillissement. La France est passée de 2,2 enfants par femme à 1,5 aujourd'hui, ou 1,6. Elle est dans le lot général de l'Europe, et donc il y a une dénatalité, mais en même temps, le vieillissement de la population compense un peu, en termes démographiques, cette dénatalité. Mais c'est très important. Lisez Planète vide, ce livre tout à fait remarquable de deux chercheurs canadiens, Ibbitson et Bricker, c'est leur nom. Ibbitson et Bricker, j'oublie les prénoms, mais c'est leur nom. Ça se trouve facilement, et donc qui explique que le problème majeur de la décennie qui vient, des décennies qui viennent, ce sera le vieillissement de la population, parce que les vieux sont quand même moins innovants que les jeunes. Par exemple, en matière, c'est très rare qu'on ait une médaille Field à 80 ans. Bon. Même si on vit, et on l'a souvent dit ensemble, on vit plus vieux, mais en meilleure santé. En bien meilleure santé. Mais malgré tout, voilà, quand on vieillit, on n'est pas médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. C'est très rare. Voilà, à 80 ans, on cherche les noms. Voilà. Alors, on compense par l'expérience, ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent. Je pense qu'on est plus intelligent quand on a fait l'effort d'apprendre des choses, mais peu importe. On est moins performant en termes d'intelligence mathématique pure et donc en termes d'innovation. Mais sur le plan politique, parce que c'est un grand sujet, la France aujourd'hui est très massivement à droite. Donc il faut arrêter de dire des bêtises sur la France à gauche. Bon, elle est très très massivement à droite, et donc ce qui pose un problème au LR, évidemment. Bien sûr. Parce que sans alliance avec le Rassemblement national, ils perdront toutes les élections présidentielles, en tout cas, et même législatives. Et avec alliance avec le Rassemblement national, indépendamment même du problème moral, si vous voulez, qui leur tombera dessus à bras raccourcis de la part de toute la gauche, et même au-delà de la gauche, de la part des Chiraciens, par exemple, qui diront « mais c'est un scandale ». Bon, mais c'est ça se pose aussi à eux. Évidemment, bien sûr, ça se pose aussi à eux, bien sûr. La jurisprudence Chirac, qui n'est pas négligeable, cela dit, Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen, donc évidemment le problème se pose, mais de toute façon, si LR s'associait avec RN, avec le Rassemblement national, il serait dominé par le Rassemblement national, qui est quand même très majoritaire par rapport à eux, et donc ou très supérieur par rapport à eux. Voilà, en gros, il y a 40% de sympathisants pratiquement dans l'électorat français, alors que les LR sont à 11, 12, 13%. Oui, avec certains de leurs candidats. Avec certains de leurs candidats, disons avec Retailleau, qui serait le meilleur candidat. Exactement. Disons-le, c'est pas à peine de tourner autour du pot, c'est le meilleur candidat. Bon, et de très loin, voilà. Wauquiez a été pulvérisé, c'est pas à peine de tourner autour du pot, il faut dire la vérité. C'est pas une question de jugement moral ou critique ou désagréable, c'est la vérité. On n'est pas là pour, encore une fois, parler la langue de bois des hommes politiques. En tout cas, la présidence des LR et son élection, voilà. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc, Retailleau, dans une élection, là, il serait à 12-13%, si j'en crois les meilleurs sondeurs, notre ami Jérôme Jaffray, en particulier, qui est excellent. Et donc, du coup, il serait dominé par le Rassemblement national. Donc, vous voyez, ce vieillissement de la population
mondialisation fait que la France est beaucoup plus à droite, de plus en plus à droite, parce que les vieux réfléchissent et ils comprennent que voilà, LFI c'est quand même pas génial, et puis que le Parti socialiste qui s'associe à LFI, Olivier Faure, c'est une catastrophe morale et politique. Bon, on s'associe pas avec un parti qui est bourré d'antisémites, voilà. En tout cas, à cette heure, ça fait partie de leur réflexion. Mais franchir le Rubicon, voilà. Pour certains, donc, ça paraît encore le nouveau Front populaire a été une catastrophe morale. Alors, ça a permis de sauver quelques têtes de députés de gauche, mais socialistes. Mais c'est pas ça la vie politique. Bon, et donc moi, j'admire ceux qui, comme Cazenave, ont résisté à cet accord, voilà. Et donc mais simplement, ils sont minoritaires. Je parle de Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. J'ai dit Cazeneuve. Oui, c'est ça. Pardon, exactement. Oui, je parle de Bernard Cazeneuve parce que j'ai de l'estime pour ces sociodémocrates, au fond héritiers de Jacques Julliard et de Rocard, qui n'ont pas voulu s'associer avec une gauche radicale qui verse dans l'antisémitisme. Voilà. Sur le vieillissement de ce corps électoral, soumettre cette analyse de l'essayiste Maxime Sbahi, spécialiste notamment dans la démocratie, qui dit « Notre démocratie inédite permet d'expliquer la perte du temps long en politique et l'essor de ce mauvais réflexe qui consiste à penser davantage à la prochaine élection qu'à la prochaine génération. » En lisant ces lignes, auxquelles je souscrivais un peu, c'est vrai qu'il y a une volonté peut-être d'aller trop vite. C'est l'introduction de cette émission. Le court-termisme. Le court-termisme est la plaie du monde contemporain, dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine politique. On est dans le court-termisme à l'état chimiquement pur. Autrement dit, y compris pour vous, par exemple, les femmes et les hommes de télévision, il y a constamment cette logique de l'innovation. Schumpeter a merveilleusement expliqué ça. On est dans une logique capitaliste, donc dans une logique d'innovation permanente. Et tout ce qui n'est pas innovant est en danger d'aller à la poubelle, d'être obsolète. L'élection de Macron est entièrement liée à ça. Macron n'a été élu par les gens de droite, par les personnes de droite, qui n'ont voté pour lui que parce qu'ils se sont dit « Ah, mais c'est innovant, ça nous change de tous ces vieux crétins, Sarkozy, Juppé, Fillon, tout ça, on n'en veut plus, on veut du nouveau. » Puis aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Ouais. Hein, 82% des Français s'en mordent les doigts. 8 ans, était-ce une mauvaise chose, peut-être, de vouloir de l'innovation, une tête, un visage nouveau. Alors, c'est un très grand sujet. Ouais. Excusez-moi, non, j'ai pas cité, mais j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'innovation destructrice. Parce que Schumpeter disait destruction créatrice. Ça veut dire quoi ? On détruit des emplois anciens, comme par exemple avec la révolte des canuts à Lyon. Donc la machine Jacquard va détruire des emplois anciens, les emplois des canuts, mais on en crée des nouveaux. Voilà. Donc destruction créatrice, c'est logique du capitalisme. Mais la vérité, c'est que c'est plutôt l'innovation destructrice que nous vivons. C'est l'innovation détruit en permanence des mondes anciens. Elle détruit les lavoirs. Innovation destructrice. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'oxymore à la littéraire que je suis? Ce sont deux mots qui ne marchent pas forcément ensemble. Si, parce que la face sombre de l'innovation, c'est la destruction. C'est-à-dire que vous détruisez des mondes anciens. Moi, j'ai défendu, par exemple, le mariage gay jusque dans le Figaro. Mais je comprends parfaitement que mes amis croyants, que ça, ils soient d'ailleurs juifs ou catholiques, considèrent que cette innovation, qui est le mariage gay, ça détruit une vision traditionnelle de la famille à laquelle ils étaient attachés. Dans le domaine de l'école, je vous donne un exemple parce qu'il est absolument fascinant à mes yeux. Il y a 2 secteurs qui sont profondément en danger à l'école. 2 secteurs qui sont profondément en danger à l'école, c'est la civilité, ou si vous préférez la politesse, et de l'autre côté, la grammaire. Or, si vous y réfléchissez, la politesse et la grammaire, la civilité et la grammaire, l'orthographe, ce sont des mots de tradition pure, c'est totalement traditionnel, c'est des patrimoines purs, il y a zéro créativité, il n'y a pas d'innovation. Oui, même si on a adapté, vous savez, avec des L et des E ou des ES, la féminisation de tous les mots. C'est ça. Oui. Ouais. Et justement, on est vent debout contre ces conneries, pour dire les choses franchement. Mais à chaque fois, j'aime votre franc-parler. Oui, personne n'a inventé l'accord du participe avec le verbe avoir, et personne n'a inventé les formules de politesse à la fin d'une lettre. Voilà. Monsieur, madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs, c'est pas inventé. Et donc, ces règles de politesse, qui vont beaucoup plus loin que la formule de politesse à la fin d'une lettre, ou ces règles de grammaire qui vont beaucoup plus loin que l'accord du participe avec l'auxiliaire avoir, ce sont des mots de tradition. Or, aujourd'hui, vous avez des dictées
dictée en moyenne en France pour les élèves de 6e, où il y a 25 fautes d'orthographe par dictée, si vous prenez les dictées du certificat d'études des années 20. Vraie préoccupation. Voilà. On a complètement digressé de notre premier sujet, là. C'est-à-dire que les vieux sont attachés à ça. Ouais, c'est ça. J'y reviens. Les vieux sont attachés aux traditions. Enfin, la plupart d'entre eux, je généralise. Et donc, du coup, sur la stratégie à venir... La stratégie à venir dans 2 ans. Concilier innovation et vieillesse, c'est-à-dire concilier innovation et attachement à la tradition. Ouais. Voilà. C'est ça. Alors, tous les vieux ne sont pas attachés à la tradition, mais la plupart d'entre eux le sont. C'est ça ce qui va guider, vous pensez, oui. Le chemin des candidats putatifs à la future élection présidentielle? Non, il devrait aller plus loin que ça, parce que ça, c'est le minimum. Moi, ce que je dis... Si par exemple quelqu'un comme Retailleau m'écoute aujourd'hui, je dis ça, c'est pas pour plaisanter, c'est une métaphore. Il s'en fiche de ce que je dis, c'est pas le problème. Mais je pense qu'il faut pas simplement avoir un programme qui est un programme conservateur, même si c'est très important. Bien sûr, sécurité, immigration, revenir aux fondamentaux, il a 1000 fois raison. Mais je dis qu'il faut avoir un projet aussi de futur, d'avenir. Et le projet d'avenir, si on veut un grand dessein, c'est la question des générations futures. Est-ce qu'on va leur laisser la dette? Est-ce qu'on va leur laisser un monde habitable? C'est la question de la transition écologique. Est-ce qu'on va leur laisser un monde en guerre avec l'islam? Est-ce qu'on va leur laisser un monde où la protection sociale existera encore? Et est-ce qu'on va leur laisser un monde où l'école sera capable de former des citoyens et pas simplement des analphabètes, capables d'utiliser ChatGPT? Et ça va évidemment structurer le débat à la présidentielle. Mais bien sûr. De 2027. Or, comme nous aimons nos enfants par-dessus tout, c'est les seuls êtres pour lesquels les Français seront prêts à faire les sacrifices qu'il faudra faire si on veut apurer la dette. Donc lutter quand même, je vous entends, contre, tradition, modernité, contre le court-termisme. Mais le court-termisme, c'est terrible. C'est terrible. Vous parliez de la transition écologique. Transition donc toute trouvée. Quant à l'actualité de la semaine, dure semaine pour l'écologie quand même. De la 69 aux ZFE et leur suppression. J'aimerais évoquer avec vous ce que cela symbolise. Parce que, vous savez, les mouvements anti-ZFE se sont structurés ces dernières années, avec un de leurs représentants, un certain Alexandre Jardin, que vous connaissez bien, écrivain, qui a écrit et qui... Une expression un peu, je ne sais pas, provocatrice en tout cas. C'était la France des gueux. Il disait, voilà ce qu'il décrit. Il a raison. J'aimerais qu'on l'entende. Parce qu'il disait que s'équiper d'une nouvelle voiture, ça a un prix. Et beaucoup de Français aujourd'hui n'en ont pas les moyens. Écoutons-le, on en parle ensuite. On était en train de demander à 11 millions de propriétaires de véhicules qui appartiennent aux classes populaires. Vous savez combien gagnent les Français? Il y a plus de 50% qui gagnent moins de 2 000 euros net. Et on était en train de leur dire, mais enfin, changez de voiture. Achetez de la brioche. Faites un petit chèque de 15 000. C'est de quoi il parle. Changer de voiture, manger de la brioche. Évidemment, il a l'art oratoire, mais il a 1000 fois raison. C'était un apartheid social, il a 1000 fois raison. C'était la France des gueux, la France du... C'est ça, les blaireaux à diesel contre ceux qui peuvent acheter une Tesla Y à 50 000 euros. La description de ces deux France aussi. Mais bien sûr, il touche un sujet absolument majeur. D'ailleurs, toute une partie de la gauche a voté avec le Rassemblement national contre les LFE. Les ZFE, pardon. Moi, j'appelle ça les zones à fort emmerdement. Voilà. Et en plus, apartheid social. Donc, si on veut discréditer totalement l'écologie, alors qu'on a vraiment besoin d'écologie, mais pas celle-là, pas celle qui emmerde le monde, et surtout les pauvres. Voilà. Donc, si les écologistes veulent ne pas être détestés par tout le monde, il faut qu'ils arrêtent ce genre de conneries. Il faut qu'ils défendent des choses intelligentes, c'est-à-dire, par exemple, d'aider, au lieu de supprimer les aides à la voiture électrique, qu'on les remette en place et qu'on aide les personnes qui n'ont pas d'argent à avoir des voitures qui sont moins polluantes. Ça, c'est la vraie solution. Et la technologie est capable de faire ça, ça va très vite. Et donc, on peut aider... Moi, je préfère les voitures hybrides. Je trouve que c'est beaucoup plus simple encore que les voitures électriques, mais peu importe. En tout cas, il faut aller... Et les voitures à hydrogène, là, je suis venu dans un taxi à hydrogène, les taxis bleus, c'est très bien aussi. Et donc, il faut aider ceux dont parle Alexandre Jardin, tout à fait à juste titre, ceux qui gagnent moins de 2000 euros et qui ont leur bagnole, leur vieux diesel, ils peuvent pas les changer. Ils sont artisans, ils sont plombiers, ils sont électriciens, ils peuvent pas rentrer dans les centres-villes. Mais attends, on leur fout le métier en l'air, on leur fout la vie en l'air. Il faut arrêter ça. Ils ont été nombreux à notre micro. Mais après, bien sûr. Mais l'écologie, c'est très important, mais pas celle-là. Pas celle-là. L'écologie punitive, c'est ce qui est apparu dans la bouche de très nombreux responsables politiques. Bien sûr, et en plus, ça favorise les imbéciles qui critiquent l'écologie en général. Voilà. Donc l'écologie se tue elle-même en faisant ça.
Voyez, et donc il faut que l'écologie devienne une écologie scientifique, une écologie technologique, une écologie de l'innovation et une écologie de l'aide aux pauvres. Voilà, mais pas celle-là, pas celle qui punit les pauvres. Les moi, défenseurs... je m'en fiche, je gagne assez de ma vie, voilà, pour avoir une voiture électrique. Mais voilà, une Tesla Y, ça coûte 50 000 € ou quelque chose comme ça. Effectivement, voilà. Juste les défenseurs des ZFE le disent. C'est pas tombé du ciel comme ça, c'est pas une lubie, c'est le fruit notamment de la Convention citoyenne pour le climat. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur, vous dites. Oui, franchement, ces conventions citoyennes, c'est vraiment ce qu'il y a de pire au monde. Pourquoi doubler les ministres en charge de ces questions ? C'est pas normal. On n'a pas besoin de convention en permanence. Là, une convention sur les rythmes scolaires, c'est complètement débile. Idée du président de la République. Mais bien sûr, oui. Le ministre, il a généralement, moi j'avais, je sais pas combien, 2 ministres délégués, j'avais, je sais pas, une quarantaine de conseillers parce que j'avais 4 ministères. Et puis j'avais tous mes directeurs d'administration centrale, les recteurs. Donc j'ai 100 personnes autour de moi quand j'étais ministre qui sont des personnes extrêmement documentées, souvent des polytechniciens, des gens qui ont fait des très belles études avec lesquels je peux discuter. Il y en a de gauche, il y en a de droite et on peut se faire une opinion. Enfin, le ministre, il est là pour ça. On n'a pas besoin de convention citoyenne. C'est des comités Théodule qui ne servent absolument à rien, sinon à différer les décisions. Ouais. Et en plus, on les trahit à chaque fois, parce qu'on ne prend pas le 10e de ce qu'ils demandent. À différer les décisions, et là, entretenir une forme de colère, colère sociale, sourde peut-être. Bien sûr, et en plus colère des membres de la commission. Colère des membres de la commission. Bien sûr, qui dit bon, vous n'avez pas écouté. Un autre homme politique est en colère. Vous soumettre cette une du Point que vous avez sûrement vu passer, un certain Édouard Philippe qui le dit, je suis en colère. J'ai envie de vous poser la question. Contre lui-même, philosophe. Voilà. Je croyais qu'il avait été Premier ministre. Un candidat à la présidentielle, Luc, peut-il être en colère ? Est-ce que certains disent, décrivent une forme de faute de quart. Il doit comprendre les colères, mais être en colère lui-même. D'abord, la colère est une passion triste par excellence, et donc c'est pas une passion positive, c'est une passion triste. Spinoza, passion triste, c'est la pire des passions tristes. Bon. Et deuxièmement, il est en colère contre qui ? Il a été Premier ministre, oui ou non ? Donc il est en colère contre ses propres mensonges, contre d'avoir mis la France à feu et à sang avec les gilets jaunes, avec des mesures insensées pour garder Nicolas Hulot au gouvernement, les 80 km/h qui servent absolument à rien. Et donc c'est toutes ces histoires absurdes qu'il a mises en place pour garder Nicolas Hulot au gouvernement. On a fermé des centrales nucléaires, Fessenheim, on aurait dû réhabiliter, restaurer Fessenheim, et puis maintenant on est obligé d'en rouvrir ou d'essayer d'en commander des nouvelles parce qu'on a vu le désastre que ça produisait en Allemagne de ne pas avoir le nucléaire. Bon, si Choose France a marché, c'est parce que si des gens comme Microsoft investissent en France, c'est grâce au nucléaire français. C'est pas la peine c'est pas à cause de la CGT. Bon, et donc je pense que les gens comprennent ce que je dis. Oui. Et donc, après, voilà. Mais enfin, quand on a été Premier ministre. Quand on a été Premier ministre, on ne dit pas « mais j'ai tellement menti et j'ai tellement rien fait que je suis en colère contre moi-même ». Enfin, franchement. Et vous savez, on parle beaucoup de la mort du macronisme. Mais j'entendais quelqu'un que j'aime bien tout à l'heure dire, c'est Éric Nolot, il disait non, 80% des Français pensent que le macronisme est mort. Mais c'est pas vrai. Si on vote pour Édouard Philippe, il continue. Qu'est-ce que c'est le macronisme ? Ça consiste à ne pas régler les problèmes des Français. C'est le en même temps qui ne règle rien. Avec Édouard Philippe, ça continuera. Enfin, sauf qu'il a pris quelques distances avec le président de la République. Pour être élu, oui, c'est ça. Il fait un peu de reteillo maintenant, oui. Et dans un livre à paraître, d'ailleurs, que certains qualifient de pamphlet, il veut proposer des solutions. Vous n'avez pas l'air d'être forcément extrêmement je pense que écoutez, les solutions, on les présente quand on est en charge, quand on est aux affaires, quand on est au gouvernement. Il a fait absolument le contraire. Ce sera du Macron en pire, voilà. Et donc le macronisme n'est pas du tout mort. Si les gens sont assez bêtes pour voter pour Édouard Philippe, ils auront le Macron en moins bien, voilà. Si possible. Si possible. Luc, à présent, aborder cette question qui pourrait être une question au baccalauréat de philosophie, très clairement. Et si des étudiants nous écoutent ce midi, inspirez-vous peut-être. Toutes les civilisations se valent-elles ? Vaste sujet, compliqué aussi.
Référence aussi à une phrase d'un certain Claude Guéant, peut-être, que vous vous souvenez bien. Oui. Que n'avait-il pas dit, que n'avait-il pas dit? Il était alors ministre, et devant des étudiants d'un syndicat de droite de l'Uni, c'était il y a plusieurs années, il avait dit que contrairement à ce que dit l'idéologie relativiste de gauche, c'était ses mots, pour nous toutes les civilisations ne se valent pas. Cela avait provoqué à l'époque un tollé, un réel tollé. Vous regardez ça d'un regard amusé, mais c'est une question effectivement qui revient régulièrement dans le débat public, très clivant, très clivé. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur ce point-là précisément? Alors je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que toutes les civilisations ne se valent pas à partir du moment où il y a des civilisations qui ne considèrent pas que les femmes et les hommes sont des êtres humains égaux, par exemple. Donc vous préférerez forcément une civilisation dans laquelle l'égalité homme-femme a fini par l'emporter. Bon, ne serait-ce que ça, vous préférerez certainement une civilisation dans laquelle les droits de l'homme ou les droits humains, pour parler en politiquement correct, et la démocratie l'a emporté sur des régimes monarchiques ou totalitaires. Donc vous préférerez ces civilisations-là. Vous préférerez aussi une civilisation des Lumières et de la science à une civilisation de l'obscurantisme religieux. Je peux continuer comme ça pendant un moment, mais là, avec ces trois critères-là, vous avez déjà évidemment choisi une civilisation plutôt qu'une autre. Or, pourquoi la phrase de Guéant a suscité un tel tollé? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à l'époque, on est encore dans le relativisme absolu 68 art. Lévi-Strauss. C'est un des rares points sur lesquels Lévi-Strauss, qui était plutôt un homme de droite, se retrouve dans la pensée 68. Il est totalement relativiste. Du point de vue de l'ethnologue, dit-il, toutes les civilisations se valent. Voilà. Que ce soit Bach ou que ce soit le tambourin d'Ambiquara, ça se vaut. Non, je préfère Bach, je suis désolé. Ce que je viens de dire est atroce, c'est abominable. Non, c'est un mépris à l'égard du tambourin d'Ambiquara. Mais bon, je suis désolé, l'art de la fugue, c'est au-dessus. Je préfère une civilisation dans laquelle on a inventé le livre et où on lit, à une civilisation sans écriture. Je peux pas vous dire l'inverse, voilà, etc., etc. Alors, écoutez bien ce texte de Lévi-Strauss parce qu'il vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Mais on lit cet extrait et ensuite on en reparle après. Et on en parle après. Et je vous le lis parce que c'est en 1989. Non, je pensais à la Révolution française. En 1989. Et on a un journaliste du Figaro, le 22 juillet 89, qui interviewe Lévi-Strauss et qui lui dit « Mais si, quand même, vous êtes relativiste, d'accord, vous pensez que toutes les civilisations se valent, mais enfin, si le nazisme avait emporté la guerre, si le nazisme était devenu l'idéologie dominante et la réalité politique dominante de l'Europe, c'est la barbarie qui l'aurait emporté et pas la civilisation. » Que répond Lévi-Strauss? Écoutez bien, parce que franchement, si Le Pen avait dit ça, il serait en prison. Non, l'avènement de dit Lévi-Strauss, l'avènement de la barbarie n'amène pas la fin d'une civilisation. Ce que vous désignez sous le terme de barbarie, du point de vue d'une civilisation, est tout à fait civilisation. C'est toujours l'autre qui est barbare. Le journaliste du Figaro. Mais enfin, il s'agit de l'hitlérisme ici. Réponse de Lévi-Strauss. Mais eux se considéraient comme la civilisation. Imaginez qu'ils aient gagné, car vous pouvez quand même imaginer ça. Le journaliste du Figaro. C'est la barbarie qui l'aurait emporté. Mais non, répond Lévi-Strauss, c'est un ordre que nous appelons barbare et qui pour eux aurait été une grande civilisation. Le journaliste du Figaro, mais basé sur la destruction des autres. Écoutez bien la dernière réponse de Lévi-Strauss, à tomber par terre. Oui, même si les Juifs avaient été éliminés de la surface de la Terre, je me place dans l'hypothèse du triomphe de l'hitlérisme. Qu'est-ce que ça compte au regard de centaines de millénaires ou de millions d'années? Ce sont des choses qui ont dû arriver un certain nombre de fois dans l'histoire de l'humanité. Si l'on regarde cette période avec la curiosité d'un ethnologue, il n'y a pas d'autre attitude que de se dire une catastrophe s'est abattue sur une fraction de l'humanité dont je fais partie, et voilà, bon, c'est très pénible pour les gens qui sont juifs, mais ça n'a aucune importance. Effectivement. À propos de Lévi-Strauss, on est en quelle année? On est le 22 juillet 1989. Alors, Lévi-Strauss, c'est pas un mauvais homme, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas un salaud, c'est pas ça, mais il est tellement relativiste, il est tellement dans son ethnologie qu'il veut absolument dire que toutes les civilisations se valent, même si le nazisme l'avait emporté sur la démocratie, même si tous les juifs avaient été exterminés, ce serait une autre civilisation qui serait née en Europe. Passionnante réflexion, quand même. Mais c'est fou. C'est fou. Alors, on pensait comme
comme ça. Et la phrase de Guéant, elle tombe encore dans une époque où on pense comme ça. On pense que dire que toutes les civilisations ne se valent pas, c'est être raciste et xénophobe. Effectivement. Les gens sont bêtes. Conclusion, effectivement, qui vous appartient. Passionnante conversation. On fait une très courte pause et on continue effectivement à parler notamment d'intelligence artificielle. Oui. Vous soumettre aux téléspectateurs une vidéo qui vous a saisi et qui nous a un peu tous saisi, effectivement. On revient dans quelques minutes. Elle est dingue aussi. Retour sur l'heure de Ferry. Très bavard. Oui, pardon. Antenne, pendant la pause. C'était sans doute l'un des ingrédients de la victoire de Donald Trump en 2016. Non, en 2000, je me trompe dans les dates, évidemment. Il y a seulement quel mois. Je suis influencé par vous. Mais Elon Musk a beaucoup contribué à faire réélire le président américain Donald Trump, 47e président des États-Unis. Mais ça y est, c'est fini. C'est fini. Lui qui était à ses côtés, notamment à la tête du DOGE, vous savez, ce nouveau département de l'efficacité gouvernementale. À coup de tronçonneuse, il avait promis de faire des économies. C'est terminé, mise en scène très soignée, hier soir, dans le bureau ovale. Regardez cet extrait et cet hommage rendu par Donald Trump. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'Elon, l'un des plus grands leaders et chefs d'entreprise du monde, quelqu'un qui a pris ses responsabilités, qui a mis ses talents au service du pays. Nous l'en remercions. Elon a travaillé. Il n'a pas ménagé ses efforts et a lancé un programme de réforme de l'État et de l'administration absolument sans précédent. Il a rassemblé un groupe de jeunes gens très talentueux. Il a accompli des résultats d'excellente qualité. On parle ici de chiffres considérables, mais ces chiffres vont continuer à s'améliorer sur le long terme. Voilà, à coup de compliments. Pourtant, dans la semaine, Elon Musk avait critiqué le président américain, s'était dit déçu qu'il augmente le déficit budgétaire. Ça a tout l'air d'un divorce, là, quand même, entre les deux. Oui, ça devait arriver parce que, d'abord, du côté de Trump, Elon Musk avait pris la place d'un ministre des Affaires étrangères, donc il défendait l'AfD, l'Alternative für Deutschland. Bon. Et donc, ce qui lui a fait perdre 65% des ventes de Tesla en France et en Allemagne, d'ailleurs. Donc, ça a été une catastrophe pour le... Fulgurant, le cours de bourse, des voitures brûlées. Des voitures brûlées, des gens qui mettaient des papillons, des insultes sur les Tesla dans la rue. Bon. Et donc, ça a été une catastrophe sur le plan. Il a perdu des dizaines et des dizaines de milliards, donc c'est pas anecdotique. Donc, alors, du point de vue de Trump, c'était quand même très gênant d'avoir un ministre des Affaires étrangères bis qui dit un peu n'importe quoi, qui est quand même fantasque, enfin, qui est quand même délirant. D'ailleurs, Elon Musk dit toujours de lui-même, est-ce que vous croyez que je suis normal ? Non, je suis pas normal. Je suis différent des autres. Bon, et puis de l'autre côté, du côté d'Elon Musk, il perdait tellement d'argent qu'il fallait bien qu'il s'en aille. Voilà. Donc ça a été un divorce, on voit à l'amiable. Ils n'ont pas voulu se fâcher. Ce qui est très intéressant d'une manière plus générale que le cas d'Elon Musk, c'est que la tech s'est quand même couchée intégralement devant Trump. Ils étaient tous là. Tous. À son investiture. Y compris les démocrates, y compris Zuckerberg. Ouais. J'en profite pour dire un petit mot. Aujourd'hui, il est de bon ton, c'est une tarte à la crème, c'est l'anti-intellectualisme. Alors les intellectuels se sont trompés, enfin il y a toutes sortes de livres qui sortent, d'articles et tout ça. Ça marche merveilleusement. Et alors, il y a un texte très intéressant de Schumpeter dans lequel Schumpeter dit « Les intellectuels se trompent parce que, au fond, leurs idées n'engagent à rien puisqu'ils n'ont pas les mains dans la glaise. » Si c'était vrai, cher ami, les politiques devraient moins se tromper. Parce que... Et les chefs d'entreprise, encore moins, parce qu'ils ont les mains dans la glaise. Or, quand vous voyez les chefs d'entreprise qui se couchent devant Trump, vous dites, ils ont beau avoir les mains dans la glaise, ils se trompent largement autant, sinon plus que les intellectuels. Hitler a été pire que Heidegger. Mao et Pol Pot ont été pires que Derrida, Foucault et Althusser réunis. Donc il faut bien voir que le fait d'avoir les mains dans la glaise, comme les chefs d'entreprise ou comme les politiques, ça n'empêche pas de délirer ou d'être un nuisible absolu comme Hitler ou Pol Pot ou Staline. Vous voyez, donc c'est compliqué. On revient à l'innovation destructrice du début de cette émission ou pas on revient à ce point-là. Mais absolument. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et comme ils sont dans l'innovation, ils veulent pas se fâcher avec le principal acquéreur de leurs produits, qui est quand même Elon Musk. Voilà. Donald Trump. Voilà. Après, avec ce constat qui peut être louable, le business
bien plus fort que l'action publique, bien plus fort que l'intérêt général, en tout cas aux yeux. Mille fois plus aujourd'hui. Bien sûr. Ce qui change aujourd'hui le monde, c'est la Silicon Valley, l'équivalent dans l'est de la Chine. Ce qui change le monde, c'est la tech américaine et la tech chinoise. Voilà. Et donc les deux plus puissantes du monde, et la tech américaine, la Silicon Valley en particulier, que ce soit et les Chinois en matière de voitures électriques, la tech américaine en matière d'intelligence artificielle, ça change le monde 1 milliard de fois plus que Friedrich Merz ou Emmanuel Macron. Macron, qui de toute façon, honnêtement, ne change rien. On est assis sur tous les problèmes, on ne les traite pas depuis 7 ans. Voilà, donc la technologie change le monde, elle bouleverse le monde en permanence. Et une de ces représentations aujourd'hui la plus visible, c'est l'intelligence artificielle. Sans doute qu'Elon Musk va s'intéresser et revenir à X et à Grok et à son intelligence artificielle qu'il a développée. Qui commence à être très très puissante aussi. Très puissante. Grok est très puissante. Remise en cause aussi par certains quant aux informations et à... comment appelle-t-on ça? À chaque fois j'oublie ce terme de... Les hallucinations. Exactement. Alors, les hallucinations, c'est très intéressant parce que par exemple sur ChatGPT, je vous dis juste un mot là-dessus pour que les gens qui nous écoutent le sachent. D'abord, il faut être abonné, mais par exemple 4.0. Je lui ai demandé hier dans quel roman ou dans quelle nouvelle apparaît un personnage qui s'appelle Abdel Martin. Je vous dis tout de suite, c'est dans Derrière chez Martin de Marcel Aimé et dans une nouvelle qui s'appelle Rue de l'Évangile. Ça, vous lui avez posé la question? Oui, alors je lui ai posé sans lui donner la réponse. Il s'est complètement gouré. J'ai demandé à Deep Research, qui est le même ChatGPT, mais il a mis 6 minutes à me répondre. Il a trouvé toutes les sources. Il m'a répondu impeccablement en disant Abdel Martin apparaît dans la nouvelle de Marcel Aimé, etc. Et il m'a résumé la nouvelle de manière absolument parfaite. Voilà, ça m'a intéressé parce que les gens qui croient que ces machines se trompent utilisent soit des versions antérieures, soit des versions qui sont moins performantes que Deep Research. Et Deep Research, il met simplement, il met 6 minutes ou 8 minutes à vous répondre, mais quand il vous répond, c'est parfait. L'intelligence artificielle, justement, il va en être question pour Elon Musk très clairement. Juste vous soumettre ces propos d'un certain Jean-Marc Jancovici, vous connaissez bien, qui est effectivement président du groupe de réflexion Shift Project, qui est engagé contre le réchauffement climatique, qui a des propos très durs quant à ces milliards investis dans l'intelligence artificielle. Il dit on est en train de se tromper de combat, c'est pas la priorité. Vous lui répondez quoi aujourd'hui, Luc dit n'importe quoi comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il veut aussi qu'on ait que 4 voyages en avion dans une seule vie. C'est vrai que ça fait partie de ces propos pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est l'archétype du polytechnicien délirant. Vous savez, on parlait de la maladie des polytechniciens dans les livres de psychiatrie, et c'est tout à fait ça, parce que c'est n'importe quoi. Moi, je ne veux pas d'un monde dans lequel on n'aurait que 4 voyages en avion dans une vie entière. Mais sur l'investissement et les milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle. C'est complètement idiot, parce que comprenez bien les choses. Les pays qui maîtriseront l'intelligence artificielle, que ce soit en termes d'armement, on veut réarmer l'Union européenne aujourd'hui, maîtriseront le monde. Donc si nous nous arrêtons aujourd'hui, si nous, par exemple, Union européenne, n'investissons pas enfin dans le numérique et dans l'intelligence artificielle, on deviendra les esclaves des États-Unis et de la Chine. Donc si on avait un gouvernement mondial, ça, l'utopie de l'extrême gauche, très bien. Si on avait un gouvernement mondial, je dirais ok, bien sûr, arrêtons si vous voulez vous arrêter. Quoi qu'arrêter l'innovation, bon, je suis pas sûr que ce soit enthousiasmant. Mais de toute façon, dans l'état actuel de la mondialisation, ce type de propos est complètement idiot. On ne peut pas s'arrêter. Si l'Union européenne s'arrêtait d'investir dans l'intelligence artificielle, nous serions définitivement les esclaves. Parce que c'est le cours de l'histoire. Mais évidemment. C'est le cours de l'histoire. Mais parce que, encore une fois, ceux qui maîtriseront l'IA maîtriseront le monde. Et on ne peut pas réarmer l'Union européenne sans réarmer l'IA et le numérique européen. L'armée sans l'intelligence artificielle qui l'entoure, c'est que dalle. C'est des tas de ferrailles. Voilà, donc il faut arrêter de dire des bêtises comme ça. Avec des innovations toujours plus saisissantes au niveau de l'intelligence artificielle. Ça progresse tous les jours. Créer des vidéos, vous allez voir, et soumettre aux téléspectateurs cet extrait du reportage de 13h cette semaine sur TF1. Il était formidable. On a demandé notamment à un spécialiste de nous en faire la démonstration quant à la création de vidéos, tout simplement. Quelques lignes, et en quelques minutes, vous obtenez cela. Regardez. Génial. On va écrire une course-poursuite très rapide. Ce qui est vraiment innovateur sur cette intelligence artificielle-ci, c'est que désormais, il n'y a pas que la vidéo qui est très réaliste, c'est que maintenant on peut faire également des bruitages, du son, des musiques et des dialogues qui sont générés en même temps que cette vidéo-là.
Et en quelques minutes, voilà la vidéo que nous avons obtenue. Tellement simple et efficace que l'IA est déjà utilisée dans le cinéma, comme sur ces images, au point de bientôt remplacer l'humain. Et maintenant, on peut aussi générer de faux acteurs, de faux cascadeurs, de faux figurants. On fabrique des décors, des animaux, des effets spéciaux. Et tout ça, c'est pas dans 2 ans, dans 5 ans, ça y est, ça marche vraiment très bien aujourd'hui. Et ça, les studios l'ont bien compris. Un producteur de cinéma américain vient de lancer le premier studio de films générés intégralement par l'intelligence artificielle. Ces films coûtent 8 fois moins cher à produire. Moins cher. 8 fois moins cher, Voilà. 8 fois moins sûr. cher à produire. Se repose aussi la question. C'est saisissant, c'est fascinant, mais en même temps effrayant. Mais c'est effrayant parce que le vrai sujet, c'est que ça attaque les emplois, évidemment. Et donc, Sam Altman a raison quand il dit qu'on verra apparaître des licornes sans aucun salarié humain. Et je suis désolé, mais Goldman Sachs avait raison il y a 2 ans en disant qu'on verrait des centaines de millions d'emplois qui seraient remplacés par l'IA. Et je ne cesse de dire que c'est pas une blague et qu'il faut se réveiller. Il faut que nos politiques se réveillent parce que ça c'est incroyable, ça. Parce qu'on l'entend pas, mais les violons, l'orchestre et la chanteuse, c'est magnifique. Tout est faux. Tout est faux. Enfin, tout est virtuel. Bien sûr. C'est que de l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est que de l'IA. Donc, ces personnages-là n'existent pas. Voilà. Et j'ai mon meilleur ami qui fait un film sur Victor Hugo, Elie Chouraki, et on se disait, on en parlait encore hier, longuement. Si on veut faire, par exemple, dans un film, vous voulez faire une scène de bataille napoléonienne, par exemple. Hein, on en a vu un peu dans l'extrait qu'on diffusait. Un peu là-dedans. Vous faites, si vous avez besoin de 45 secondes de bataille, vous avez des milliers de figurants sur des chevaux, des canons qui tirent, des boulets de canon qui explosent, un type qui tombe, qui est pulvérisé. Vous pouvez demander ça. L'IA vous le fait en 30 secondes pour 0 francs, 0 centimes. Voilà. Mais je ne peux, voilà. Pardon, à chaque fois, et j'ai la même réflexion. C'est dire grave, que ça fout la trouille. C'est effrayant. Mais évidemment. Parce que à tous ces acteurs, à tous ces figurants qui vivent d'annoncer le métier, sûr, de se mais dire, évidemment. il y a une partie, plus besoin, 0 figurants. Une partie de ces métiers qui vont disparaître. Plus besoin, mais bien sûr, on a plus. Et quand vous regardez ces personnages qui n'existent pas, le visuel est parfait. On est absolument convaincu que c'est des vrais acteurs. Là, il y a sur Instagram une vidéo qui circule qui est assez fascinante parce que le prompt, la question, c'est Midjourney qui a fait ça, donc une production d'images et de deepfake absolument géniale. On a demandé de refaire la présentation de Game of Thrones dans le style années 40 et puis dans le style années 70, etc. Et alors, années 40, mais c'est incroyable, c'est en noir et blanc, la voix des acteurs, c'est les mêmes acteurs, mais ils sont évidemment habillés très différemment. La voix des acteurs est un peu modifiée pour que ce soit dans le style un peu voilà, vous vous souvenez oui, bien sûr. Voilà, des informations, des informations, comme on disait, années 40, voilà, bon. Mais c'est absolument sublime et c'est fait en 30 secondes et ça coûte 0 €, 0 centimes. Voilà, donc ça va complètement bouleverser le cinéma. Ça va être le fil rouge de cette émission, mais peut-être je me trompe. Là aussi, le concept d'innovation destructrice bien sûr. A aussi du corps bien sûr. et a aussi du sens. C'est pour ça, je ne dis plus destruction créatrice comme Schumpeter, je dis innovation destructrice parce que ça va détruire des centaines de millions d'emplois. Voilà, et encore une fois, les gens ne se réveillent pas, ils ne comprennent pas, ils croient que c'est une blague. Voilà, ils pensent que, je sais pas, quand ils voient ça, je sais pas ce que ça leur fait. Mais c'est évident qu'on peut faire des scènes de cinéma. Vous imaginez ce que ça coûterait d'avoir 300 figurants pour une scène de guerre napoléonienne avec des canons et des chevaux? Là, vous le faites en 45 secondes et vous avez et ça coûte rien. C'est vrai parce que l'abonnement coûte 25 €. C'est saisissant et quand on soumet ces images à des témoins, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ou en tout cas ils se laissent avoir. Voilà. Et vous avez des livres qui sortent aujourd'hui pour dire l'intelligence artificielle n'existe pas, alors que l'IA d'Emis Hassabis, là, de Google, Alpha Géométrie 2, a été médaille d'or, je le rappelle toujours, aux Olympiades internationales de mathématiques. Moi, je suis pas médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Donc, je veux dire, cette machine, on peut pas dire qu'elle est complètement débile. Voilà. Non. Si elle est médaille d'or, ça s'appelle quand même de l'intelligence computationnelle. C'est quoi l'intelligence computationnelle? C'est résoudre des problèmes. Elle les résout mieux que n'importe quel humain.
Voilà. Et en tout cas que 8 milliards d'humains sur 8 milliards 200 millions. Et encore, mon chiffre est pas le bon, parce que c'est encore pire que ça. Donc il faut que nos politiques se réveillent. Mais est-ce que vous croyez que Bayrou sait ce que c'est ou Macron sait ce que c'est? Ils savent rien. Ouais, en tout cas, ils essayent peut-être de s'y mettre. Il y a cette volonté non. On discute encore en France pour savoir si on va mettre la retraite à 62 ans. Tu vois, voilà, c'est plutôt ça. Le grand débat à l'Assemblée, c'est retraite à 62 ans ou pas, voilà. Ou en tout cas, ou peut-être question d'un référendum sur les finances publiques. Voilà. Et cette Himalaya. Vous savez que c'est une absurdité, parce que de toute façon, il faut que ça passe par le Parlement. Donc ça va très clairement, et clairement, on a compris non plus que ça ne se ferait pas. Et puis le concile, là où je sais pas comment il appelle, le conclave, là, c'est pareil. C'est encore ces comités Théodule qui servent absolument à rien. Voilà. Donc, qui accouchera sans mais ça sert juste à éviter la censure et à retarder le couperet fatal. C'est cœur de l'émission. Il faut que les gens se réveillent aussi. Il faut que nos concitoyens comprennent qu'il faut vraiment faire une rupture avec cette politique du en même temps, et on écrase les problèmes en s'asseyant dessus. Voilà. Bon, il y a aucun problème qui ne résiste au fait qu'on ne s'en occupe pas. Bon, voilà, c'est terrible ce qui se passe. Il faut se réveiller vraiment. Se réveiller. À cette heure de l'émission, Luc, j'aimerais qu'on aborde ensemble des propos et cette question, le point de non-rupture peut-être entre Paris, Emmanuel Macron et le gouvernement israélien en place. Oui, les mots sont allés très loin ces dernières heures. L'État israélien qui accuse Paris, Emmanuel Macron, d'être en croisade contre l'État juif. J'aimerais qu'on entende les propos du président français. Il était en déplacement cette semaine, notamment en Asie du Sud-Est. Écoutez le président français. But this is the only way. C'est la seule façon de laisser le terrain à ceux qui vivent avec un double standard. Si nous abandonnons Gaza et laissons la main à Israël, même en condamnant les attaques terroristes, nous détruisons notre propre crédibilité dans le reste du monde. D'accord, oui. Et Emmanuel Macron en déplacement à Singapour, oui. C'est pour ça qu'il parle en anglais. Oui, mais Chirac, qui parlait tout à fait correctement l'anglais, il avait passé un an aux États-Unis, refusait absolument, surtout à l'étranger, de parler en anglais. Il se faisait traduire, bien qu'il parlât tout à fait bien l'anglais. Et jamais il aurait dit choose friends, jamais. Il l'aurait mis évidemment en français. Bon, maintenant, voilà, on écrase, on s'assied aussi sur le français. Bon, alors je parle comme un vieux con, mais c'est vrai que je trouve que sur un plan diplomatique, c'est quand même navrant qu'un président de la République veuille montrer qu'il parle anglais. En plus, il parle pas très très bien. Donc vous y voyez une erreur diplomatique de s'adresser... Mais non, bien sûr. Encore une fois, Chirac disait toujours, je parle très bien l'anglais, mais je m'exprime à l'étranger en français. Voilà. Bon, sauf peut-être cette référence dans les rues de Jérusalem, célèbre extrait. Mais là, c'était pas une conférence diplomatique. Il engueulait les services. Effectivement. C'était très long. Do you want me to go back to my plane? Exactement. Oui, on se souvient de la formule. Vous l'imitez parfaitement. Mais à ce moment-là, il parlait anglais. Parenthèse fermée. Sur ce qui est en train de se passer. Oui, c'est grave. Cette escalade verbale. C'est très grave parce que vous avez une opposition entre deux discours qui sont tous les deux dramatiquement faux. Et c'est très difficile d'expliquer pourquoi. Reconnaître aujourd'hui un État palestinien est une absurdité totale parce que c'est un cadeau sans réserve au Hamas. Donc Macron l'entoure de toutes sortes de conditions qui fait que de toute façon ça n'a plus de sens. Il les a énumérées à l'occasion de ce déplacement. Voilà, donc ça n'a plus de sens. Mais je vous dis très clairement, et j'en parlais avec notre ami Derzhansky, je dis notre ami Derzhansky parce qu'il intervient ici, il disait très clairement, s'il y avait des élections aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie, le Hamas serait largement devant tous les autres partis. Donc on ne peut pas reconnaître un État tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui le représente, cet État. Ça n'a pas de sens. Mais ça fait partie du discours de la diplomatie française aujourd'hui. Oui, mais ce discours est annulé par c'est le en même temps. Ouais. On reconnaîtra un État, sauf s'il y a encore des otages, sauf il est représenté par le Hamas, sauf si. Donc ça, c'est le en même temps macronien, donc ça sert absolument à rien, ça veut rien dire. C'est juste, et maintenant, de l'autre côté, le problème de Netanyahou, c'est que tout le monde reconnaît aujourd'hui, c'est documenté, qu'il a autorisé le financement du Hamas via Doha parce qu'il est contre les deux États. Il a laissé le 7 octobre se faire. Voilà. Alors, que ce soit volontaire ou pas volontaire, de toute façon, moi j'ai beaucoup d'amis... Se faire, ou en tout cas les renseignements, les services de renseignement, les militaires israéliens n'étaient peut-être pas positionnés au bon endroit, on se demande au bon pourquoi. moment. Voilà. Sans être paranoïaque et complotiste, c'est pas pour rien qu'il a viré le principal dirigeant des services de sécurité américains parce qu'il le critiquait en permanence. En tout cas, de toute façon, c'est une faute. Même si c'est pas exprès, c'est une faute. Oui. Voilà, il aurait dû passer
placé en cour martiale. Voilà. Et troisièmement, il fait gagner le Hamas, il fait gagner au Hamas la communication dans le monde entier. En agissant et en ordonnant ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza. Je regarde la presse allemande tous les matins, et je regardais dans la presse allemande pourtant plutôt libérale, plutôt de droite et très Merz, Friedrich Merz. Et donc quand ils donnent les chiffres les plus probables, ils disent voilà, c'est 53 000 morts civils à Gaza, et en plus ça fait monter le Hamas parce qu'on ne tue pas les idées du Hamas en tuant les Palestiniens, ça n'a pas de sens. Ça va nulle part. Donc vous avez deux discours qui sont faux. Voilà, moi je suis un grand défenseur, un grand admirateur d'Israël. Je suis sur la logique d'Eli Barnavi. Voilà, il dit en fait ce que Netanyahou est en train de faire, ce qu'il fait, c'est uniquement pour éviter la prison. Voilà, il va mettre en place une dictature en Israël et il va y avoir une guerre civile en Israël. Ça c'est ce que dit Barnavi. Il le dit comme ça. Il dit il y aura du sang dans les rues parce que 70% des Israéliens ne sont plus d'accord avec Netanyahou, dit-il. Et ça s'exprime notamment par la voix d'anciens otages, familles d'otages, qui expliquent et qui disent ce qui est actuellement en cours à Gaza, en effet, amenuise chaque jour un peu plus le sort de ces otages encore à Gaza, et que et ça illustre aussi la fracturation terrible de la société israélienne. Mais aussi des Français juifs. Ouais. Vous avez vu que Anne Sinclair, Delphine Orwiller et tant d'autres aujourd'hui, et même Alain Finkielkraut qui a dit dans le Figaro que il n'est pas antisémite ce garçon, que Delphine Orwiller avait raison, que c'est une catastrophe morale et une catastrophe politique. Pourquoi catastrophe politique ? Catastrophe morale, on comprend tout de suite, mais catastrophe politique, parce que ça fait monter le Hamas, et que les dirigeants du Hamas, même si ils arrivent à en tuer un de temps en temps, mais ils sont à Doha, ils sont en Arabie Saoudite, ou ils sont même à Londres. Voyez, donc on ne tuera pas le Hamas en tuant les Palestiniens, c'est pas vrai. Voyez, on ne tue pas les idées. Et comme il y a en gros 1,6 milliard de musulmans dans le monde, on agrège une partie de ce monde musulman à la haine d'Israël. Oui, qui ne souscrit d'ailleurs la qui plupart. Qui sont pas pro-Hamas pour autant. Pro-Hamas du tout, effectivement. Évidemment. Mais cette logique-là, elle est destructrice pour Israël. Donc les gens qui pensent qu'un petit pays de 9 millions d'habitants va résister éternellement à cette logique démographique, tout simplement, se trompe. Voilà. Et il faut aller vers les deux États. Voilà, sur l'escalade juste verbale, sur l'escalade verbale, vous voulez souligner, juste à juste titre, que Merz, le chancelier allemand, il va de ses critiques également. Oui, mais très posées, pas comme Macron, elles ne sont pas insultantes. Friedrich Merz, l'histoire allemande l'oblige aussi, mais Friedrich Merz dit qu'il ne comprend pas où, c'est exactement sa phrase, qu'il ne comprend pas où va cette guerre contre on ne sait pas qui, contre le Hamas, bien sûr. Mais en fait, c'est plus une guerre contre le Hamas, parce que le Hamas rafle la mise en termes de communication. Et donc, ça met une cible sur le dos de tous les juifs de la diaspora. C'est pas bien ce qui se passe. Et donc, vous avez un discours de Macron qui est très insultant pour Israël, ce qui est idiot, et de l'autre côté, et puis qui demande la création d'un État, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, ce serait un cadeau au Hamas. Et puis de l'autre, vous avez le discours de Netanyahou qui insulte la France, alors que la France c'est le pays le moins antisémite de la planète, parce que je rappelle toujours que la communauté juive française est la communauté la plus importante au monde, à part évidemment les États-Unis et Israël. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et juste ces images et ces faits qui se sont déroulés cette nuit, il faut être extrêmement prudent parce que l'enquête est en cours. Oui. Ce qu'il s'est passé à Paris, des faits, voilà, vous voyez ces lieux, cette synagogue notamment, le mur des Justes, le mémorial de la Shoah, ont été aspergés de peinture verte. L'enquête est en cours. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, s'est exprimé. Mais voilà, peinture verte, le symbole interroge aussi forcément. On ne sait pas encore qui sont l'auteur, quelles sont les motivations. Soyons extrêmement prudents, mais cela traduit aussi un climat très très particulier. Et puis l'assassinat de ces deux jeunes gens à Washington, c'est pareil. Donc ce qui est très grave, c'est que il faut arrêter aussi de contribuer en étant brutal dans le verbe. Il faut arrêter d'encourager ça, parce que ça encourage ça. Vous voyez, au-delà même des antisémites traditionnels. Donc c'est très grave ce qui se passe. Voilà. Donc on a deux discours faux, plutôt une action fausse d'un côté, un discours faux de l'autre, et du coup c'est très difficile. Encore une fois, moi je demande qu'on écoute Elie Barnavi, parce que c'est très difficile d'être raisonnable. Aujourd'hui, les passions sont telles que... Voilà.
propos extrêmement forts, en effet, d'Elie Barnavi. Elie Barnavi, il est formidable, c'est un très grand historien. Je rappelle, pour ceux qui le sauraient pas ou plus, que c'était l'ambassadeur d'Israël en France. Absolument. La transition n'est pas aisée. Mais il faut arriver à l'image de la semaine. Oui. Et un peu de quoi dans ce monde de brut, un peu de réconfort peut-être. Et ces images que vous nous avez envoyées. Oui, j'adore. Oui, parce qu'on parle des animaux, on sent le Seattle, il faut l'expliquer. Ce singe a été élevé par un couple d'Américains. Il a été donné à un zoo et il retrouve ses parents. Il retrouve ses parents. En effet, il était complètement déprimé. Regarde-le, petit coco. Regarde-le, il retrouve les deux parents qui l'ont élevé depuis qu'il était tout bébé. Regarde-le. Réaction absolument humaine. Regarde-le, il va embrasser sa maman parce qu'on l'avait mis au zoo, il était dépressif, donc on a rappelé les parents. Regardez ça, cet amour. Petit coco, c'est tellement mignon. Mon vieil ami Jean-Didier Vincent, malheureusement, il nous a quittés cette année. Il pratiquait des vivisections sur ce type de chimpanzé. Et il m'a dit qu'en vieillissant... c'est horrible. Bon. Et il m'a dit qu'en vieillissant, il me disait qu'en vieillissant, il ferait plus jamais ça, que c'est ignoble ce qu'il avait fait quand il était jeune, qu'il était un crétin de jeune, il voyait pas ce que c'est. Et donc, moi, je dis, quand on voit ça, ces animaux qui sont au départ des animaux sauvages, mais au fond, tous ces animaux qu'on dit sauvages, quand on les élève comme des enfants ou comme des animaux domestiques, comme un chien ou comme un chat, mais ils sont tous comme ça. Il n'y a rien de plus mignon qu'un petit chevreuil ou même un petit sanglier, un petit marcassin élevé comme un chien. C'est adorable. Et qui n'ont rien de machine. Non. Et qui n'ont rien de... Descartes était stupide, c'est un crétin, Descartes. Voilà. C'est pas des machines, c'est pas des automates. Regardez ça. Descartes disait, ils n'ont aucune sensibilité, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiments. Mais tu parles, regarde ce petit lapin. Quand on voit ça, effectivement, Descartes est détrompé, effectivement. Non, mais il s'est trompé de manière absolument stupide, parce que... Mais on lui reconnaît quand même quelques appréciations. Non, pas énorme, moi je trouve qu'il s'est tellement trompé. Non, d'accord, les méditations. Mais tout est faux dans les méditations, j'allais dire, tout est idiot. Enfin, franchement, ça ne tient pas debout. Ce sera l'objet d'une autre conversation. Le grand, c'est Pascal, à l'époque, c'est Pascal. Il a beau... Voilà, pourtant, c'est un philosophe chrétien, mais c'est le grand penseur à côté. Hommage à Pascal pour finir cette émission. Merci beaucoup, Luc. Merci, Marie. Retour sur l'heure de Ferry. Très bavard, antenne, pendant la pause. C'était sans doute l'un des ingrédients de la victoire de Donald Trump en 2016. Non, en 2000, je me trompe dans les dates, évidemment. Il y a seulement quel mois. Je suis influencée par vous. Mais Elon Musk a beaucoup contribué à faire réélire le président américain Donald Trump, 47e président des États-Unis. Mais ça y est, c'est fini. C'est fini. Lui qui était à ses côtés, notamment à la tête du DOGE, vous savez, ce nouveau département de l'efficacité gouvernementale. À coup de tronçonneuse, il avait promis de faire des économies. C'est terminé, mise en scène très soignée, hier soir, dans le bureau ovale. Regardez cet extrait et cet hommage rendu par Donald Trump. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'Elon, l'un des plus grands leaders et chefs d'entreprise du monde, quelqu'un qui a pris ses responsabilités, qui a mis ses talents au service du pays. Nous l'en remercions. Elon a travaillé. Il n'a pas ménagé ses efforts et a lancé un programme de réforme de l'État et de l'administration absolument sans précédent. Il a rassemblé un groupe de jeunes gens très talentueux. Il a accompli des résultats d'excellente qualité. On parle ici de chiffres considérables, mais ces chiffres vont continuer à s'améliorer sur le long terme. Voilà, à coup de compliments. Pourtant, dans la semaine, Elon Musk avait critiqué le président américain, s'était dit déçu qu'il augmente le déficit budgétaire. Ça a tout l'air d'un divorce, là, quand même, entre les deux. Oui, ça devait arriver parce que, d'abord, du côté de Trump, Elon Musk avait pris la place d'un ministre des Affaires étrangères, donc il défendait l'AfD, l'Alternative für Deutschland. Bon. Et donc, ce qui lui a fait perdre 65% des ventes de Tesla en France et en Allemagne, d'ailleurs. Donc, ça a été une catastrophe pour le... Fulgurant, le cours de bourse, des voitures brûlées. Des voitures brûlées, des gens qui mettaient des papillons, des insultes sur les Tesla dans la rue. Bon. Et donc, ça a été une catastrophe sur le plan. Il a perdu des dizaines et des dizaines de milliards, donc c'est pas anecdotique. Donc, alors, du point de vue de Trump, c'était quand même très gênant d'avoir un ministre des Affaires étrangères bis qui dit un peu n'importe quoi, qui est quand même fantasque, enfin, qui est quand même délirant. D'ailleurs, Elon Musk dit toujours de lui-même, est-ce que vous croyez que je suis normal ? Non, je suis pas normal. Je suis différent des autres. Bon, et puis de l'autre côté, du côté d'Elon Musk, il perdait tellement d'argent qu'il fallait bien qu'il s'en aille. Voilà. Donc ça a été un divorce, on voit à l'amiable, ils n'ont pas voulu se fâcher.
Ce qui est très intéressant d'une manière plus générale que le cas d'Elon Musk, c'est que la tech s'est quand même couchée intégralement devant Trump. Ils étaient tous là. Tous. À son compris les démocrates, y compris Zuckerberg. Ouais. J'en profite pour dire un petit mot. Aujourd'hui, il est de bon ton, alors c'est une tarte à la crème, c'est voilà, l'anti-intellectualisme. Alors les intellectuels se sont trompés, enfin il y a toutes sortes de livres qui sortent, d'articles et tout ça. Ça marche merveilleusement. Et alors, il y a un texte très intéressant de Schumpeter dans lequel Schumpeter dit « Les intellectuels se trompent parce que, au fond, leurs idées n'engagent à rien puisqu'ils n'ont pas les mains dans la glaise. » Ben, si c'était vrai, cher ami, les politiques devraient moins se tromper. Parce que... Et les chefs d'entreprise, encore moins, parce qu'ils ont les mains dans la glaise. Or, quand vous voyez les chefs d'entreprise qui se couchent devant Trump, vous dites, ils ont beau avoir les mains dans la glaise, ils se trompent largement autant, sinon plus que les intellectuels. Hitler a été pire que Heidegger. Mao et Pol Pot ont été pires que Derrida, Foucault et Althusser réunis. Donc il faut bien voir que le fait d'avoir les mains dans la glaise, comme les chefs d'entreprise ou comme les politiques, ça n'empêche pas de délirer ou d'être un nuisible absolu comme Hitler ou Pol Pot ou Staline. Vous voyez, c'est compliqué. On revient à l'innovation destructrice du début de cette émission ou pas on revient à ce point-là. Mais absolument. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et comme ils sont dans l'innovation, ils veulent pas se fâcher avec le principal acquéreur de leurs produits, qui est quand même Elon Musk. Voilà. Et quand même, Donald Trump. Voilà. Après, avec ce constat peut être louable, le business bien plus fort que l'action publique, bien plus fort que l'intérêt général, en tout cas aux yeux. Mille fois plus aujourd'hui. Bien sûr. Ce qui change aujourd'hui le monde, c'est la Silicon Valley, l'équivalent dans l'est de la Chine. Ce qui change le monde, c'est la tech américaine et la tech chinoise. Voilà. Et donc les deux plus puissantes du monde, et la tech américaine, la Silicon Valley en particulier, que ce soit et les Chinois en matière de voitures électriques, la tech américaine en matière d'intelligence artificielle, ça change le monde 1 milliard de fois plus que Friedrich Merz ou Emmanuel Macron, Macron, qui de toute façon, honnêtement, ne change rien. On est assis sur tous les problèmes, on ne les traite pas depuis 7 ans. Voilà, donc la technologie change le monde, elle bouleverse le monde en permanence. Et un de ces représentations aujourd'hui la plus visible, c'est l'intelligence artificielle. Sans doute qu'Elon Musk va s'intéresser et revenir à X et à Grok et à son intelligence artificielle qu'il a développée. Qui commence à être très très puissante aussi. Très puissante. Grok est très puissante. Remise en cause aussi par certains quant aux informations et à... comment appelle-t-on ça à chaque fois? J'oublie ce terme de... Les hallucinations. Exactement. Alors, les hallucinations, c'est très intéressant parce que par exemple sur ChatGPT, je vous dis juste un mot là-dessus pour que les gens qui nous écoutent le sachent. D'abord, il faut être abonné, mais par exemple 4.0. Je lui ai demandé hier dans quel roman ou dans quelle nouvelle apparaît un personnage qui s'appelle Abdel Martin. Je vous dis tout de suite, c'est dans Derrière chez Martin de Marcel Aimé et dans une nouvelle qui s'appelle Rue de l'Évangile. Ça, vous lui avez posé la question? Oui, alors je lui ai posé sans lui donner la réponse. Il s'est complètement gouré. J'ai demandé à Deep Research, qui est le même ChatGPT, mais il a mis 6 minutes à me répondre. Il a trouvé toutes les sources. Il m'a répondu impeccablement en disant Abdel Martin apparaît dans la nouvelle de Marcel Aimé, etc. Et il m'a résumé la nouvelle de manière absolument parfaite. Voilà, ça m'a intéressé parce que les gens qui croient que ces machines se trompent utilisent soit des versions antérieures, soit des versions qui sont moins performantes que Deep Research. Et Deep Research, il met 6 minutes ou 8 minutes à vous répondre, mais quand il vous répond, c'est parfait. L'intelligence artificielle, justement, il va en être question pour Elon Musk très clairement. Juste vous soumettre ces propos d'un certain Jean-Marc Jancovici, vous connaissez bien, qui est effectivement président du groupe de réflexion Shift Project, qui est engagé contre le réchauffement climatique, qui a des propos très durs quant à ces milliards investis dans l'intelligence artificielle. Il dit on est en train de se tromper de combat, c'est pas la priorité. Vous lui répondez quoi aujourd'hui, Luc Ferry? Il dit n'importe quoi comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il veut aussi qu'on n'ait que 4 voyages en avion dans une seule vie. C'est vrai que ça fait partie de ces propos. Pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est l'archétype du polytechnicien délirant. Vous savez, on parlait de la maladie des polytechniciens dans les livres de psychiatrie, et c'est tout à fait ça, parce que c'est n'importe quoi. Moi, je ne veux pas d'un monde dans lequel on n'aurait que 4 voyages en avion dans une vie entière. Mais sur l'investissement, et les milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle. C'est complètement idiot, parce que comprenez bien les choses. Les pays qui maîtriseront l'intelligence artificielle, que ce soit en termes d'armement,
On veut réarmer l'Union européenne aujourd'hui. Nous maîtriserons le monde. Donc si nous nous arrêtons aujourd'hui, si nous, par exemple, Union européenne, n'investissons pas enfin dans le numérique et dans l'intelligence artificielle, on deviendra les esclaves des États-Unis et de la Chine. Donc si on avait un gouvernement mondial, ça, l'utopie de l'extrême gauche, très bien. Si on avait un gouvernement mondial, je dirais, ok, bien sûr, arrêtons si vous voulez vous arrêter. Quoi qu'arrêter l'innovation, bon, je suis pas sûr que ce soit enthousiasmant. Mais de toute façon, dans l'état actuel de la mondialisation, ce type de propos est complètement idiot. On ne peut pas s'arrêter. Si l'Union européenne s'arrêtait d'investir dans l'intelligence artificielle, nous serions définitivement les esclaves. Parce que c'est le cours de l'histoire. Mais évidemment. C'est le cours de l'histoire. Mais parce que, encore une fois, ceux qui maîtriseront l'IA maîtriseront le monde. Et on ne peut pas réarmer l'Union européenne sans réarmer l'IA et le numérique européen. L'armée sans l'intelligence artificielle qui l'entoure, c'est que dalle. C'est des tas de ferrailles. Voilà, donc il faut arrêter de dire des bêtises comme ça. Avec des innovations toujours plus saisissantes au niveau de l'intelligence artificielle. Ça progresse tous les jours. Créer des vidéos, vous allez voir, et soumettre aux téléspectateurs cet extrait du reportage de 13h cette semaine sur TF1. Il était formidable. Ouais. On a demandé notamment à un spécialiste de nous en faire la démonstration quant à la création de vidéos, tout simplement. Quelques lignes, et en quelques minutes, vous obtenez cela. Regardez. Génial. On va écrire une course-poursuite très rapide. Ce qui est vraiment innovateur sur cette intelligence artificielle-ci, c'est que désormais, il n'y a pas que la vidéo qui est très réaliste, c'est que maintenant on peut faire également des bruitages, du son, des musiques et des dialogues qui sont générés en même temps que cette vidéo-là. Et en quelques minutes, voilà la vidéo que nous avons obtenue. Tellement simple et efficace que l'IA est déjà utilisée dans le cinéma, comme sur ces images, au point de bientôt remplacer l'humain. Et maintenant, on peut aussi générer de faux acteurs, de faux cascadeurs, de faux figurants. On fabrique des décors, des animaux, des effets spéciaux. Et tout ça, c'est pas dans 2 ans, dans 5 ans. Ça y est, ça marche vraiment très bien aujourd'hui. Et ça, les studios l'ont bien compris. Un producteur de cinéma américain vient de lancer le premier studio de films générés intégralement par l'intelligence artificielle. Ces films coûtent 8 fois moins cher à produire. Moins cher. 8 fois moins cher, 8 fois moins cher à produire. Se repose aussi la question, c'est saisissant, c'est fascinant, mais en même temps effrayant. C'est effrayant parce que le vrai sujet, c'est que ça attaque les emplois, évidemment. Et donc Sam Altman a raison quand il dit qu'on verra apparaître des licornes sans aucun salarié humain. Et je suis désolé, mais Goldman Sachs avait raison il y a 2 ans en disant qu'on verrait des centaines de millions d'emplois qui seraient remplacés par l'IA. Et je ne cesse de dire que c'est pas une blague et qu'il faut se réveiller, il faut que nos politiques se réveillent parce que ça c'est incroyable, ça. Parce qu'on l'entend pas, mais les violons, l'orchestre et la chanteuse, c'est magnifique. Tout est faux. Tout est faux. Enfin, tout est virtuel. Bien sûr. C'est que de l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est que donc ces personnages-là n'existent pas. Voilà. Et j'ai mon meilleur ami qui fait un film sur Victor Hugo, Elie Chouraki, et on se disait, on en parlait encore hier, longuement, si on veut faire, par exemple, dans un film, vous voulez faire une scène de bataille napoléonienne, par exemple. Hein, on en a vu un peu dans l'extrait qu'on diffusait. Là-dedans, vous faites, si vous avez besoin de 45 secondes de bataille, vous avez des milliers de figurants sur des chevaux, des canons qui tirent, des boulets de canon qui explosent, un type qui tombe, qui est pulvérisé. Vous pouvez demander ça. L'IA vous le fait en 30 secondes pour 0 francs, 0 centimes. Voilà. Mais je ne peux, voilà. Pardon, à chaque fois, et j'ai la même réflexion. C'est dire que ça fout la trouille. C'est effrayant. Évidemment. Parce que tous ces acteurs, à tous ces figurants qui vivent de cela, c'est le métier. Mais évidemment. Il y a une partie. Plus besoin, 0 figurants. Une partie de ces métiers qui vont disparaître. Plus besoin, mais bien sûr. On a plus. Et quand vous regardez ces personnages qui n'existent pas, le visuel est parfait. On est absolument convaincu que c'est des vrais acteurs. Là, il y a sur Instagram une vidéo qui circule qui est assez fascinante parce que le prompt, la question, c'est Midjourney qui a fait ça, donc une production d'images et de deepfake absolument géniale. On a demandé de refaire la présentation de Game of Thrones dans le style années 40 et puis dans le style années 70, etc. Et alors, années 40, mais c'est incroyable, c'est en noir et blanc, la voix des acteurs, c'est les mêmes acteurs, mais ils sont évidemment habillés très différemment. La voix des acteurs est un peu modifiée pour que ce soit dans le style un peu voilà, vous vous souvenez des... Oui, bien sûr. Voilà, des informations, informations, comme on disait, années 40, voilà, bon. Mais c'est absolument sublime et c'est fait en 30 secondes et ça
coûte 0 €, 0 centimes. Voilà, donc ça va complètement bouleverser le cinéma. Ça va être le fil rouge de cette émission, mais peut-être je me trompe. Là aussi, le concept d'innovation destructrice bien sûr. A aussi du corps bien sûr. et a aussi du sens. C'est pour ça, je ne dis plus destruction créatrice comme Schumpeter, je dis innovation destructrice, parce que ça va détruire des centaines de millions d'emplois. Voilà, et encore une fois, les gens ne se réveillent pas, ils ne comprennent pas, ils croient que c'est une blague. Voilà, ils pensent que, je sais pas, quand ils voient ça, je sais pas ce que ça leur fait. Mais c'est évident qu'on peut faire des scènes de cinéma. Vous imaginez ce que ça coûterait d'avoir 300 figurants pour une scène de guerre napoléonienne avec des canons et des chevaux? Là, vous le faites en 45 secondes et vous avez et ça coûte rien. C'est vrai que parce que l'abonnement coûte 25 €. C'est saisissant, et quand on soumet ces images à des témoins, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ou en tout cas ils se laissent avoir. Et vous avez des livres qui sortent aujourd'hui pour dire l'intelligence artificielle n'existe pas, alors que l'IA d'Emis Hassabis, là, de Google, Alpha Géométrie 2, a été médaille d'or, je le rappelle toujours, aux Olympiades internationales de mathématiques. Moi, je suis pas médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Donc, je veux dire, cette machine, on peut pas dire qu'elle est complètement débile. Voilà. Non. Si elle est médaille d'or, ça s'appelle quand même de l'intelligence computationnelle. C'est quoi l'intelligence computationnelle? C'est résoudre des problèmes. Elle les résout mieux que n'importe quel humain. Voilà. En tout cas que 8 milliards d'humains sur 8 milliards 200 millions. Et encore, mon chiffre est pas le bon, parce que c'est encore pire que ça. Donc il faut que nos politiques se réveillent. Mais est-ce que vous croyez que Bayrou sait ce que c'est, ou Macron sait ce que c'est? Ils savent rien. Ouais, en tout cas, ils essayent peut-être de s'y mettre. Il y a cette volonté non. On discute encore en France pour savoir si on va mettre la retraite à 62 ans. Tu vois, voilà, c'est plutôt ça. Le grand débat à l'Assemblée, c'est retraite à 62 ans ou pas, voilà. Ou en tout cas, ou peut-être question d'un référendum sur les finances publiques, et cette absurde. Vous savez que c'est une absurdité, parce que de toute façon, il faut que ça passe par le Parlement. Donc ça très clairement, on a compris non plus que ça ne se ferait pas. Et puis le concile, là où je sais pas comment il l'appelle, le conclave, là, c'est pareil. C'est encore ces comités Théodule qui servent absolument à rien. Voilà. Donc qui accouchera sans mais doute ça sert juste à éviter la censure et à retarder le couperet fatal. À cette heure de l'émission. Il faut que les gens se réveillent aussi. Il faut que nos concitoyens comprennent qu'il faut vraiment faire une rupture avec cette politique du en même temps, et on écrase les problèmes en s'asseyant dessus. Voilà. Bon, et il n'y a aucun problème qui ne résiste au fait qu'on ne s'en occupe pas. Bon, voilà, c'est terrible ce qui se passe. Il faut se réveiller vraiment. Se réveiller. À cette heure de l'émission, Luc, j'aimerais qu'on aborde ensemble des propos et cette question, le point de non-rupture peut-être entre Paris, Emmanuel Macron et le gouvernement israélien en place. Les mots sont allés très loin ces dernières heures. L'État israélien qui accuse Paris, Emmanuel Macron, d'être en croisade contre l'État juif. J'aimerais qu'on entende les propos du président français. Il était en déplacement cette semaine, notamment en Asie du Sud-Est. Écoutez le président français. But this is the only way. C'est la seule façon de laisser le terrain à ceux qui vivent avec un double standard. Si nous abandonnons Gaza et laissons la main à Israël, même en condamnant les attaques terroristes, nous détruisons notre propre crédibilité dans le reste du monde. D'accord, oui. Emmanuel Macron en déplacement à Singapour. C'est pour ça qu'il parle en anglais. Oui, Chirac, qui parlait tout à fait correctement l'anglais, il avait passé un an aux États-Unis, refusait absolument, surtout à l'étranger, de parler en anglais. Il se faisait traduire, bien qu'il parlât tout à fait bien l'anglais. Et jamais il aurait dit choose friends. Jamais il l'aurait mis évidemment en français. Bon, maintenant, voilà, on écrase, on s'assied aussi sur le français. Bon, alors je parle comme un vieux con, mais c'est vrai que je trouve que sur un plan diplomatique, c'est quand même navrant qu'un président de la République veuille montrer qu'il parle anglais. En plus, il parle pas très très bien. Donc vous y voyez une erreur diplomatique de s'adresser mais non, bien sûr. Encore une fois, Chirac disait toujours, je parle très bien l'anglais, mais je m'exprime à l'étranger en français. Voilà. Bon, sauf peut-être cette référence dans les rues de Jérusalem, célèbre extrait. Mais là, c'était pas une conférence diplomatique. Il engueulait les services. Effectivement. C'était très long. Do you want me to go back to my plane? Exactement. Oui, on se souvient de la formule. Vous l'imitez parfaitement. Mais à ce moment-là, il parlait anglais. Parenthèse fermée. Sur ce qui est en train de se passer. Oui, c'est grave. Cette escalade verbale. C'est très grave parce que vous avez une opposition entre deux discours qui sont tous les deux dramatiquement faux. Et c'est très difficile d'expliquer pourquoi. Reconnaître aujourd'hui un État palestinien est une absurdité totale parce que c'est un cadeau
sans réserve au Hamas. Donc Macron l'entoure de toutes sortes de conditions qui fait que de toute façon ça n'a plus de sens. Il les a énumérées à l'occasion de ce déplacement. Voilà, donc ça n'a plus de sens. Mais je vous dis très clairement, et j'en parlais avec notre ami Derzhansky, je dis notre ami Derzhansky parce qu'il il intervient ici, il disait très clairement, s'il y avait des élections aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie, le Hamas serait largement devant tous les autres partis. Donc on ne peut pas reconnaître un État tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui le représente, cet État. Ça n'a pas de sens. Mais ça fait partie du discours de la diplomatie française aujourd'hui. Oui, mais ce discours est annulé par c'est lui en même temps. Ouais. On reconnaîtra un État, sauf s'il y a encore des otages, sauf s'il est représenté par le Hamas, sauf si. Donc ça, c'est le en même temps macronien, donc ça sert absolument à rien, ça veut rien dire. C'est juste, et maintenant, de l'autre côté, le problème de Netanyahou, c'est que tout le monde reconnaît aujourd'hui, c'est documenté, qu'il a autorisé le financement du Hamas via Doha parce qu'il est contre les deux États. Il a laissé le 7 octobre se faire. Voilà. Alors, que ce soit volontaire ou pas volontaire, de toute façon, moi j'ai beaucoup d'amis... Se faire, ou en tout cas, les renseignements, les services de renseignement, les militaires israéliens n'étaient peut-être pas positionnés au bon endroit, on se demande au bon pourquoi. moment. Voilà. Sans être paranoïaque et complotiste, c'est pas pour rien qu'il a viré le principal dirigeant des services de sécurité américains, parce qu'il le critiquait en permanence. En tout cas, de toute façon, c'est une faute. Même si c'est pas exprès, c'est une faute. Oui. Voilà, il aurait dû passer en cour martiale. Voilà. Et troisièmement, il fait gagner le Hamas, il fait gagner au Hamas la communication dans le monde entier. En agissant et en ordonnant ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza. Je regarde la presse allemande tous les matins, et je regardais dans la presse allemande pourtant plutôt libérale, plutôt de droite et très, Merz, Friedrich Merz. Et donc, quand ils donnent les chiffres les plus probables, ils disent, c'est 53 000 morts civils à Gaza. Et en plus, ça fait monter le Hamas, parce qu'on ne tue pas les idées du Hamas en tuant les Palestiniens. Ça n'a pas de sens. Ça va nulle part. Donc vous avez deux discours qui sont faux. Voilà. Moi, je suis un grand défenseur, un grand admirateur d'Israël. Je suis sur la logique d'Eli Barnavi. Voilà. Il dit en fait ce que Netanyahou est en train de faire, ce qu'il fait, c'est uniquement pour éviter la prison. Voilà. Il va mettre en place une dictature en Israël et il va y avoir une guerre civile en Israël. Ça, c'est ce que dit Barnavi. Il le dit comme ça. Il dit il y aura du sang dans les rues. Ouais. Parce que 70% des Israéliens ne sont plus d'accord avec Netanyahou, dit-il. Et ça s'exprime notamment par la voix d'anciens otages, familles d'otages, qui expliquent et qui disent ce qui est actuellement en cours à Gaza, en effet, amenuise chaque jour un peu plus le sort de ces otages encore à Gaza. Voilà. Et que et ça illustre aussi la fracturation terrible de la société israélienne. Mais aussi des Français juifs. Ouais. Vous avez vu que Anne Sinclair, Delphine Orwiller et tant d'autres aujourd'hui, et même Alain Finkielkraut qui a dit dans le Figaro qu'il n'est pas antisémite ce garçon, que Delphine Orwiller avait raison, que c'est une catastrophe morale et une catastrophe politique. Pourquoi catastrophe politique ? Catastrophe morale, on comprend tout de suite, mais catastrophe politique, parce que ça fait monter le Hamas. Et que les dirigeants du Hamas, même si ils arrivent à en tuer un de temps en temps, mais ils sont à Doha, ils sont en Arabie Saoudite, ou ils sont même à Londres. Voyez, donc on ne tuera pas le Hamas en tuant les Palestiniens, c'est pas vrai. Voyez, on ne tue pas les idées. Et comme il y a en gros 1,6 milliard de musulmans dans le monde, on agrège une partie de ce monde musulman à la haine d'Israël. Oui, qui ne souscrit d'ailleurs la plupart. Qui ne sont pas pro-Hamas pour autant. Pro-Hamas du tout, effectivement. Évidemment. Mais cette logique-là, elle est destructrice pour Israël. Donc les gens qui pensent qu'un petit pays de 9 millions d'habitants va résister éternellement à cette logique démographique, tout simplement, se trompe. Voilà. Et il faut aller vers les deux États. Voilà, sur l'escalade juste verbale, sur l'escalade verbale, vous voulez souligner, juste à juste titre, que Merz, le chancelier allemand, il va de ses critiques également. Oui, mais très et ils ne sont posées, pas comme Macron, elles ne sont pas insultantes. Ouais. Friedrich Merz, l'histoire allemande l'oblige aussi, mais Friedrich Merz dit qu'il ne comprend pas où, c'est exactement sa phrase, qu'il ne comprend pas où va
cette guerre contre on ne sait pas qui, contre le Hamas, bien sûr. Mais en fait, c'est plus une guerre contre le Hamas, parce que le Hamas rafle la mise en termes de communication. Ouais. Et donc, ça met une cible sur le dos de tous les juifs de la diaspora. C'est pas bien ce qui se passe. Et donc, vous avez un discours de Macron qui est très insultant pour Israël, ce qui est idiot, et de l'autre côté, et puis qui demande la création d'un État, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, ce serait un cadeau au Hamas. Et puis de l'autre, vous avez le discours de Netanyahou qui insulte la France, alors que la France, c'est le pays le moins antisémite de la planète, parce que je rappelle toujours que la communauté juive française est la communauté la plus importante au monde, à part évidemment les États-Unis et Israël. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et juste ces images et ces faits qui se sont déroulés cette nuit, il faut être extrêmement prudent parce que l'enquête est en cours. Oui. Mais ce qu'il s'est passé à Paris, des faits, voilà, vous voyez ces lieux, cette synagogue notamment, le mur des Justes, le mémorial de la Shoah, ont été aspergés de peinture verte. L'enquête est en cours. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, s'est exprimé. Mais voilà, peinture verte, le symbole interroge aussi forcément. On ne sait pas encore qui sont l'auteur, quelles sont les motivations. Soyons extrêmement prudents. Oui. Mais cela traduit aussi un climat très très particulier. Et puis l'assassinat de ces 2 jeunes gens à Washington, c'est pareil. Donc ce qui est très grave, c'est que il faut arrêter aussi de contribuer en étant brutal dans le verbe. Il faut arrêter d'encourager ça. Parce que ça encourage ça, vous voyez, au-delà même des antisémites traditionnels. Donc c'est très grave ce qui se passe. Voilà. Donc on a deux discours faux, ou plutôt une action fausse d'un côté, un discours faux de l'autre. Et du coup, c'est très difficile. Encore une fois, moi, je demande qu'on écoute Elie Barnavi, parce que c'est très difficile d'être raisonnable. Aujourd'hui, les passions sont telles que... Voilà. Un propos extrêmement fort, en effet, d'Elie Barnavi. Elie Barnavi, il est formidable. C'est un très grand historien. Je rappelle, pour ceux qui le sauraient pas ou plus, que c'était l'ambassadeur d'Israël en France. Absolument. La transition n'est pas aisée. Mais il faut arriver à l'image de la semaine. Et un peu de quoi dans ce monde de brut, un peu de réconfort peut-être. Et ces images que vous nous avez envoyées. Oui, je l'adore. Oui, parce qu'on parle des animaux, il faut l'expliquer. Ce singe a été élevé par un couple d'Américains. Il a été donné à un zoo et il retrouve ses parents. Il retrouve ses parents. En effet, il était complètement déprimé. Regarde-le, petit coco. Regarde-le. Il retrouve les deux parents qui l'ont élevé depuis qu'il était tout bébé. Regarde-le. Réaction absolument humaine. Regarde-le, il va embrasser sa maman, parce qu'on l'avait mis au zoo, il était dépressif, donc on a rappelé les parents. Regardez ça, cet amour. Petit coco, c'est tellement mignon. Mon vieil ami Jean-Didier Vincent, malheureusement, il nous a quittés cette année. Il pratiquait des vivisections sur ce type de chimpanzé. Et il m'a dit qu'en vieillissant... c'est horrible. Bon. Et il m'a dit qu'en vieillissant, il me disait qu'en vieillissant, il ferait plus jamais ça, que c'est ignoble ce qu'il avait fait quand il était jeune, qu'il était un crétin de jeune, il voyait pas ce que c'est. Et donc, moi, je dis, quand on voit ça, ces animaux qui sont au départ des animaux sauvages, mais au fond, tous ces animaux qu'on dit sauvages, quand on les élève comme des enfants ou comme des animaux domestiques, comme un chien ou comme un chat, mais ils sont tous comme ça. Il n'y a rien de plus mignon qu'un petit chevreuil ou même un petit sanglier, un petit marcassin élevé comme un chien. C'est adorable. Et qui n'ont rien de machine. Non. Et qui n'ont rien de... Descartes était stupide, c'est un crétin, Descartes. Voilà. C'est pas des machines, c'est pas des automates. Regardez ça. Descartes disait, ils n'ont aucune sensibilité, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de sentiments. Mais tu parles, regarde ce petit lapin. Quand on voit ça, effectivement, Descartes est détrompé, effectivement. Non, mais il s'est trompé de manière absolument stupide, parce que... Mais on lui reconnaît quand même quelques appréciations. Non, pas énorme. Moi, je trouve que c'est tellement trompé. Non, d'accord, les méditations. Mais tout est faux dans les méditations. J'allais dire, tout est idiot. Enfin, franchement, ça ne tient pas debout. Ce sera l'objet d'une autre conversation. Le grand, c'est Pascal, à l'époque. C'est Pascal. Il a beau... Voilà. Pourtant, c'est un philosophe chrétien, mais c'est le grand penseur à côté. Pascal pour finir cette émission. Merci beaucoup, Luc. Merci, Marie.